Bonjour. Vous êtes une petite cinquantaine de personnes déjà connectées. Il y avait 125 inscrits. On va peut-être laisser quelques minutes à tout un chacun pour se connecter. On se dit qu'on va démarrer à 17h05. Petite info logistique, vous avez un truc qui s'appelle chat à côté de l'écran. Vous pouvez poser vos questions qui nous parviendront. Donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc n'hésitez surtout pas au fur et à mesure des échanges qu'on aura dans cette heure qui vient. Et on parle de planning et d'organisation dans quelques minutes. Ce matin. Exactement. Et donc 17h05, comme promis, on va démarrer cet échange. On a volontairement limité nos échanges sur la partie chat, donc n'hésitez pas à y poser vos questions au fur et à mesure en espérant qu'on va y répondre. Je suis accompagné d'Inès Lacroix qui s'occupe de la partie juridique chez nous aussi, si vous avez des questions techniques, et d'Apolline qui s'occupe du service client. Donc on va être capable normalement de répondre à toutes vos interrogations. Ce que je vous propose, c'est une petite visioconférence en 3 temps. Dans un premier temps, c'est moi qui vais vous parler à la fois du projet, de ce qu'on fait et de là où on en est. Un second temps qui sera réservé peut-être à répondre à un certain nombre de vos questions techniques. Et puis un troisième temps de conclusion, où on déroulera le planning des opérations qu'on a mises en place pour suppléer aux questions qui se posent sur ce projet. Donc je vais commencer par vous dire un petit peu où en sont les choses aujourd'hui, et d'abord me présenter, puisqu'on n'a pas le plaisir de se connaître. Donc moi je m'appelle Guillaume-Olivier Doré, j'ai le plaisir d'être le plus vieux collaborateur de Tudigo, parce que j'ai 54 ans, je fais du capital investissement depuis une trentaine d'années. J'ai piloté un certain nombre de fonds, 500 millions d'euros pour être précis, dans à peu près 200 sociétés. Je pilote aujourd'hui encore des fonds d'investissement en parallèle de mes activités chez Tudigo. Et maintenant quelques mois, on m'a proposé de prendre
la gestion de l'ensemble du portefeuille, dont le projet RX Venture, qui couvre en fait l'ensemble des financements dont vous êtes souscripteur, qui fait partie du dossier Je suis en priorité. Mon rôle et mon job ici, c'est de faire deux choses, puisque c'est comme ça que le métier fonctionne. C'est de m'assurer du suivi des opérations d'investissement dans la durée, de la création de valeur, c'est-à-dire mesurer là où le projet, la trajectoire des projets par rapport à la trajectoire projetée, par exemple, pardon, et de nous assurer, et ça on le fait en coordination avec Inès, que les garanties qui sont fournies lorsqu'on souscrit des obligations sont bien annuellement validées et que les dirigeants ont bien respecté l'ensemble de leurs engagements. Donc ça, c'est pour ma présentation. Sur le projet lui-même, donc il fait partie ici chez Tudigo de la stratégie que nous avions développée à un moment autour des petits promoteurs. Les petits promoteurs immobiliers sont ceux qui sont les plus friands du financement du crowdfunding, puisqu'ils ont en règle générale des projets qui sont des projets qui se structurent les uns derrière les autres. Et au contraire des grandes structures de promotion immobilière, ils offrent des rendements qui sont relativement élevés, puisqu'on est on est en général entre 10 et 12% de rendement. C'est le cas pour le projet RX Venture qui couvre aujourd'hui, alors je ne me trompe pas Inès, je vais dire 8 lignes. 12 lignes d'investissement successives dans différentes tranches et différents projets d'investissement, avec une diversification qui s'est faite au niveau des restaurants, et donc un dirigeant qu'on a accompagné de manière significative depuis maintenant quelques années dans l'ensemble de ces projets de diversification. Ça, c'est l'état des lieux. Il s'est avéré que, comme n'importe quel promoteur immobilier dans un contexte où le marché de l'immobilier a chuté de plus de 35% aujourd'hui, le dirigeant a commencé à connaître quelques difficultés, à la fois parce que la stratégie de diversification dans la restauration gérée, qui concerne par exemple le projet Tribeca, a complètement échoué. C'est-à-dire qu'il a essayé ce type de métier, mais c'était un peu en dehors de son métier de la promotion historique. Et surtout, parce que le marché de l'immobilier et le marché de la restauration souffraient en parallèle. Donc, la conjonction entre ces événements nous a amené à constater, mais vous l'avez vu, effectivement, on vous a communiqué les éléments, que sur deux des projets du groupe RX Venture, que Tribeca et Triviola, le dirigeant était en bridge, ce qu'on appelle en bridge chez nous, de ses obligations de paiement des intérêts trimestriels dus sur ces deux tranches-là. Donc, compte tenu du niveau d'exposition de l'ensemble des souscripteurs de Tudigo, et compte tenu de la relation avec le dirigeant qui, effectivement, n'est pas totalement complètement transparent sur la manière dont il pilote ce groupe, qui est devenu relativement opaque, alors qu'on l'avait audité, évidemment, lorsqu'on avait investi, mais en tout cas, on a constaté un certain nombre de changements autour de diverses structures du groupe qui est assez tentaculaire et assez opaque. Il nous a semblé absolument indispensable et on vous en avertit il y a maintenant quelques mois, de lancer ce qu'on appelle un audit. Qu'est-ce que c'est qu'un audit? Un audit, c'est en fait la nomination à nos frais d'un métier qui tourne autour de l'expertise comptable et qui va aller vérifier les comptes de chacune des sociétés, puisqu'on avait d'un côté un dirigeant qui nous assurait qu'il était en mesure de rembourser et de honorer ses échéances, et de l'autre côté, une absence de paiement. On a aussi eu beaucoup d'informations sur les éventuels projets de cession des divers actifs contenus dans le groupe, sans forcément être complètement serein sur l'endroit où l'argent allait aller, puisque une partie des actifs cédés sont des actifs qui étaient censés, en tout cas dans la cession, permettre le remboursement, en tout cas le paiement des intérêts de retard et le remboursement. Donc ça, c'est le premier point que doit couvrir l'audit. Le second point que doit couvrir l'audit, c'est les garanties. Comme je vous le disais tout à l'heure, de manière systématique, lorsque nous investissons en obligations dans des projets, on s'assure de la solidité du projet lui-même et on prend systématiquement des garanties qui peuvent être des garanties d'actifs qui couvrent le capital restant dû, les intérêts et les éventuels intérêts de retard. Sur ce projet en particulier, on détient un certain nombre de garanties. Ces garanties étaient sur des titres, pour partie des titres, et on a constaté que les structures dans lesquelles ces garanties étaient prises n'existaient plus. Et donc, le deuxième niveau d'inquiétude, c'était que les garanties qui étaient censées faire en sorte qu'on puisse récupérer les flots n'étaient pas
n'était pas garantie. Donc, on a diligenté un audit. Cet audit devait commencer au mois d'août. En tout cas, on avait mandaté nos auditeurs pour le faire. Il a commencé sur la base des documents que nous avons, nous, en interne réunis depuis maintenant quelques mois, puisqu'on suit la participation depuis quelques années maintenant. Et il s'est avéré qu'on a un dirigeant qui n'a pas totalement souhaité ouvrir ses comptes et qui nous balade un peu sur le sujet. Donc, on est en train d'accélérer le processus d'audit. À ce stade, on a eu une visio avec le dirigeant il y a maintenant quelques jours, me semble-t-il, il y a une dizaine de jours, en étant extrêmement précis sur l'obligation qu'il avait aujourd'hui, non seulement d'honorer les intérêts de retard, mais qu'il était finalement en bridge et qu'on était en mesure de demander ce qu'on appelle l'exigibilité anticipée du prêt, c'est-à-dire qu'il nous rembourse l'intégralité du capital sur ce qui était en tout cas en retard. Donc les deux prêts, Tigliola et Tribeca. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mène comme action pour faire en sorte de récupérer l'argent? Alors, je le redis, notre métier est à la fois de proposer des investissements, mais mon métier, c'est de rendre l'argent. Donc, la première chose qu'on est en train de faire et qu'on fait depuis le début, c'est qu'on a évidemment mis en demeure de manière totalement officielle le dirigeant sur le retard qu'il avait pris sur le paiement des intérêts d'une part, et sur le fait qu'il prenait le risque de passer dans un système de recouvrement mécanique, puisque en étant en défaut, on peut exercer la clause d'éligibilité anticipée, demander le remboursement intégral, et donc non seulement l'assigner pour qu'il rembourse les capitaux dus, mais surtout mandater une société de recouvrement pour récupérer les sommes qui sont dues. Alors que parallèlement, si vous allez voir sur Brix, le dirigeant vient de lever 4,5 millions sur Brix. Continuons donc à collecter de l'argent auprès de particuliers, alors même qu'il n'honore pas les engagements qu'il a pris auprès de nous et auprès de vous. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Les derniers échanges qu'on a eus avec lui nous ont démontré qu'il avait souhait effectivement de ne pas rentrer dans un contexte conflictuel. Donc je réponds à la question que vous avez tous sur les lèvres et que je vois lire, je vois dans le chat. C'est effectivement que vous considérez que c'est un défaut. On n'est pas en cas de défaut aujourd'hui. Il y a un retard de paiement sur deux des échéances qui sont, enfin, sur deux des lignes et sur les 12 lignes, il y a un retard d'échéance. On est dans un schéma où Monsieur Villa lui-même nous indique qu'il souhaiterait rembourser tout ou partie des emprunts qu'il a contractés auprès de notre communauté. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, donc il est plutôt dans de bonnes dispositions. Et on va parler dans quelques minutes des mesures et du timing qu'on a mis en œuvre pour essayer de faire en sorte de récupérer ces fonds. Donc j'écoute vos questions. Je vais essayer de les remonter au fur et à mesure et d'y répondre. Donc, je descends. Alors, première question, Monsieur Benjamin Caroui, on veut surtout savoir si les projets sont en défaut. Alors, les projets ne sont pas en défaut. En revanche, il est en défaut de paiement aujourd'hui. Donc, on ne peut pas considérer qu'ils sont complètement en défaut à ce stade. Ça fait encore un défaut avec VS. Quand vous dites VS, je pense que vous parlez de RX. Iliano, exactement, c'est Iliano et un autre, donc c'est Iliola et Tribeca qui sont en défaut aujourd'hui. Je te laisse par la première. Bonjour à tous, je me permets d'intervenir pour faire un petit récapitulatif en fait des lignes. Premièrement, sur la partie Tribeca Restauration, donc il y a eu 3 levées distinctes pour 3 établissements distincts. Toutes les garanties sont encore debout sur ces projets-là, c'est-à-dire que les sociétés n'ont pas été liquidées, il n'y a pas de procédure collective et à date, celles-ci ont été activées. On est en retard en fait sur les échéances de versement d'intérêts, notamment d'avril à juillet. Tout a été mis en œuvre au niveau juridique en fait pour lancer les procédures de recouvrement le plus tôt possible. Pour le moment, on ne doute pas du fait que
dès que le dirigeant pourra, il s'acquittera des échéances d'intérêt. Et en fait, si vous voulez, pour être parfaitement clair, sur la première levée Tribeca, donc Tribeca Marseille, le capital était effectivement exigible au 30 juillet. Donc, l'émetteur a été mis en demeure. Voilà, enfin, les garanties ne sont pas tombées. On fait notre maximum et les due diligence, justement, vont nous permettre de vérifier où les fonds ont été employés, tout en sachant qu'en juillet 2023, nous avons nous-mêmes demandé aux dirigeants et aux DAF des justificatifs sur l'emploi des fonds, suivre les projets, etc. Et je vous confirme que les fonds avaient bien été versés aux structures cibles. Donc, sur ça, l'émetteur a tenu ses engagements. Pour la partie restauration. Donc, voilà, sur la partie restauration. Sur la partie promotion, parce qu'en fait, le groupe se scinde autour de deux activités principales, la partie restauration et la partie promotion. Sur la partie promotion, il faut distinguer deux opérations distinctes. Donc, Tigliola Corse, en l'occurrence, composée de 2 emprunts obligataires. Là aussi, on est en défaut sur les échéances d'intérêt uniquement, pas sur le capital exigible, et l'émetteur nous a fait savoir tout simplement qu'il cherchait à proroger notamment le terme de l'emprunt obligataire car il est en recherche d'acquéreurs. Sur ces sociétés-là, il y avait en fait, si vous voulez, une double garantie. Une garantie juridique portée par Seven.fr, qui est la mère historique du groupe de restauration, et une garantie financière, qui est la garantie qui est la société RX Venture. Il est vrai que la garantie juridique, qu'on a pris uniquement en fait pour permettre la régularité de l'émission des obligations, a été placée en cessation des paiements, ce dont le dirigeant nous a averti avant même de demander l'ouverture d'une procédure, tout simplement parce qu'il a cessé la partie restauration. La garantie financière est encore active et activée avec des capitaux propres positifs. On a demandé également l'ensemble, donc tout simplement des comptes sociaux pour pouvoir vous les transmettre. Donc sur ça, il y a pas trop de sujets. On va dire que les emprunts sont pas arrivés à leur terme et on poursuit de toute façon le débiteur en paiement. Laurent Villa est parfaitement au fait qu'à l'issue de cette réunion, si il ne régularise pas la situation dans les plus brefs délais, ce sera le prononcé de l'exigibilité anticipée, ce qui nous permettra d'activer les garanties sur la totalité du capital emprunté, d'une part. Pour la partie Cap d'Antibes, donc là, on va dire que c'est le plus gros projet que nous avons financé avec 5 tranches d'emprunts obligataires différents. Et nous avons sur ces dossiers-là des garanties encore différentes, qui sont là des garanties uniquement financières, notamment RX Venture et Believe, qui sont les sociétés de tête du groupe, donc qui détiennent tous les actifs. Et nous avons en plus partiellement sur certaines levées des cautionnements personnels du dirigeant. C'est-à-dire que M. Villa est engagé, il s'est engagé personnellement à rembourser et également il nous a consenti une hypothèque de premier rang sur un de ses biens pour une des tranches de l'emprunt obligataire. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un état des lieux. Pour le moment, sur le projet Tigliola Cap d'Antibes, seul le paiement des intérêts fait défaut et les poursuites sont également lancées. Il y a une multitude de questions, je vais essayer d'y répondre. Merci Inès. Effectivement, j'ai eu au téléphone un certain nombre d'entre vous et on s'en a expliqué déjà. Je réponds à quelques questions qui sont des questions importantes. Donc, encore une fois, les projets ne sont pas en défaut. Et je réponds à une question qui est une question en fait clé, qui est que pensez-vous de la probité du dirigeant? La probité du dirigeant m'importe peu. Qu'il soit lui totalement honnête, totalement malhonnête, n'a aucune importance. L'objectif, c'est de récupérer l'argent. Et ça, c'est mon métier. Donc, en l'occurrence, nous allons lancer effectivement un certain nombre d'offensives auprès du dirigeant et on a commencé doucement parce que nous n'avons absolument pas intérêt, ni vous, ni nous, ni personne, à mettre le groupe en difficulté et donc se retrouver dans une situation où nous perdrions la main sur la société. Mais en tout cas, lui mettre une pression suffisamment forte pour récupérer le capital restant dû et les capitaux qui ont été investis chez lui. Donc ça, c'est une démarche qui est en cours. Nous mettons la pression au fur et à mesure. On a nous-mêmes, au-delà de mettre en place cet audit, et c'est une question qui avait été posée sur effectivement, est-ce que l'audit suffit? La réponse est non, l'audit ne suffit pas. On a mandaté un cabinet d'avocats en votre nom. Encore une fois, je le répète extrêmement souvent, vos intérêts sont liés aux nôtres. Nous n'avons absolument pas intérêt, compte tenu du mécontentement que ça génère, à ce que ce type de projet ne fonctionne pas correctement. On vérifie chaque année la nature et la solidité des garanties qui nous sont données sur
Sur ces emprunts obligataires, ça c'est une question qui avait été posée, donc je vous rassure, c'est le cas. Mais là, en l'occurrence, on est face à un dirigeant qui, effectivement, a juste oublié, entre guillemets, de nous avertir qu'il y a un certain nombre de garanties qui étaient tombées. Donc, on est face à un dirigeant dont je ne jugerai pas la probité, parce qu'encore une fois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire en sorte de lui mettre suffisamment de pression juridique d'un côté, financière et morale, en tout cas, qui considère qu'il y a un risque suffisamment fort pour qu'il ait très envie de nous rendre l'argent qu'il a emprunté à notre communauté. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc, j'en viens du coup à la dernière partie, qui est la partie process, sur la manière dont les choses vont se passer. Donc, on avait de manière très amicale lancé cet audit, en tout cas demandé à lancer cet audit au mois de juillet, on s'en avait informé. De la même manière, on a échangé de nombreux messages avec Laurent Villa au courant de l'été, mais qui n'avait pas forcément l'intention de couper ses vacances pour venir s'occuper des problématiques de remboursement. Et on a appris effectivement qu'il avait levé 4,5 millions auprès de BRICS. BRICS qu'on avait évidemment informé des défauts de paiement du dirigeant sur un certain nombre d'emprunts obligataires. Donc, qui n'a pas eu beaucoup de scrupules à refinancer une partie des projets. Dans la foulée, on a diligenté cet audit que nous avons lancé il y a maintenant quelques semaines, que nous allons finir par lancer quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement, les choses sont assez claires, on va l'assigner pour pouvoir faire cet audit derrière. Et on a mandaté un cabinet d'avocats. La prochaine étape interviendra, je pense, fin septembre, lorsqu'on aura fait un peu le tour de l'ensemble des projets et qu'on aura déclenché toutes les procédures juridiques. Donc, je me tourne vers Inès, en tout cas, c'est lancé, les mises en demeure et les activations des garanties, et qu'on aura une visibilité sur le positionnement de M. Villan dans ce dossier. Alors, je reprends les questions qui me semblent importantes pour les uns et les autres. J'y suis. Ah, tu les as récupérés. Dans quelle mesure le dirigeant peut-il être pénalement responsable en cas de défaut? Tu peux peut-être répondre, Inès. Alors, en cas de défaut, le dirigeant peut être effectivement pénalement responsable et il appartiendra notamment aux organes des procédures de redressement et liquidation judiciaire d'établir la responsabilité du dirigeant. Classiquement, dès lors qu'une société fait défaut, et notamment lorsqu'elle bascule en redressement judiciaire, il y a le ministère public, donc l'État, qui intervient de façon automatique à la procédure et qui va vérifier, en fait, si les actes passés par le dirigeant l'ont été dans l'intérêt des créanciers et également dans l'intérêt des salariés. Si tel n'est pas le cas, le dirigeant peut être rendu coupable de divers délits dont vous avez sans doute entendu parler. Le délit de banqueroute, ça consiste globalement à ne pas établir ses comptes et également à vider les fonds de la société, donc pénalement répréhensible. On a également l'abus de bien social, l'abus de confiance. Enfin, voilà. Donc effectivement, la responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée sans difficulté et potentiellement sur ce dossier, enfin je ne parle pas de ce dossier, je reste assez général, et c'est pour cela que dans tous les cas on sera accompagné par des avocats spécialistes du domaine qui seront bien plus aptes à répondre à vos questions si jamais on devait être dans ce cas de figure, ce qui n'est pas le cas. Donc, je reprends la question. Est-ce qu'on s'assure de la pérennité des garanties? Évidemment, on s'en assure, mais là, en l'occurrence, on s'en assure une fois par an. C'est même largement au-delà, d'ailleurs, des obligations que nous avons, nous. Mais en l'occurrence, on est face à un dirigeant qui, comme je le disais tout à l'heure, a oublié de nous dire qu'il y avait des garanties qui étaient tombées. Quelles sécurités sont apportées par les banques? Dans le cadre du financement, je pense que le financement est une partie du financement bancaire. Les banques prennent un nantissement sur l'actif. Dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'elles détiennent une partie de l'actif lorsqu'elles font du financement. Dans quel timing allons-nous lancer l'exhibition anticipée? Alors, ça va dépendre complètement de la situation actuelle. On est dans une phase de mise en demeure. Ça devrait intervenir, me semble-t-il, puisqu'on laisse un mois pour régulariser les échéances. Donc ça interviendra, je pense, à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Est-ce que le patrimoine de M. Laurent Villa suffira à couvrir toutes ses dettes? C'est une excellente question. On n'a pas de vision sur le patrimoine de M. Laurent Villa. En revanche, on a une garantie qui est donnée sur un appartement, sur des biens réels. Donc, notre job, ça va être effectivement d'activer les garanties et d'aller récupérer ces biens réels et de faire en sorte de les rendre liquides pour rendre l'argent. Quelle est l'intention du projet Cap d'Antibes? Je ne saurais y répondre précisément. Je ne pense pas qu'on ait l'information. Inès, toi, tu as l'information sur le projet avancement Cap d'Antibes? Donc, je reprends ce point-là et je vais essayer de vous répondre parallèlement.
Concrètement, pour un néophyte qui a suivi les conseils d'études IGO et l'assurance que les projets étaient safe, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les chances de revoir le capital investi sous combien de temps? Alors concrètement, ça veut dire que nous allons nous mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à récupérer le capital restant dû, faire en sorte que le capital soit remboursé. Quelles sont les chances de revoir le capital investi? On espère 100%, mais malheureusement, ça dépend complètement de la situation de chacun des états des projets qu'on a financés au sein du groupe RX Venture. Et sous combien de temps? De manière très, entre guillemets, normale, on est sur un timing de 3 à 6 mois pour avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des procédures. Les travaux ont-ils réellement commencé? Le permis de construire était-il vraiment déposé? C'était effectivement M. Thibault qu'on avait déjà eu au téléphone qui s'était posé la question. C'est une excellente question à laquelle on n'a pas la réponse. Donc, ça fait partie effectivement des zones d'audit qu'on essaie d'avoir et des informations qu'on essaie d'avoir. D'où l'intérêt de le faire par un cabinet extérieur qui va auditer l'ensemble des projets que nous avons financés et s'assurer que les choses ont été faites dans l'ordre. Et de manière assez concrète, si les choses n'ont pas été, si l'argent, et c'est ce que vous soupçonnez tous, hein, et c'est sur ce que nous avons nous-mêmes un doute, si l'argent, il s'avérait que le constat après l'audit démontrait que l'argent qui a été collecté n'a pas été utilisé dans l'objet qui était initialement prévu, ce qui est toujours possible, même si on avait fait des vérifications, mais quand de l'argent circulait là où il ne devait pas circuler, on pourrait nous-mêmes, et c'est ce qu'on prévoit de faire, d'attaquer l'émetteur, donc la société et son dirigeant, pour vice du consentement et défendre et demander un remboursement immédiat. Si je peux me permettre une petite précision, je vous confirme que le permis de construire a bien été déposé. On a réalisé un dossier d'audit très très complet avant de promouvoir la première opération, que ce soit sur la Corse ou Tigliola-Cap d'Antibes. On n'a aucune difficulté, et ce sera fait lundi, à vous fournir un listing complet des documents qui sont en notre possession et qui ont été fournis notamment à l'auditeur pour qu'il puisse lancer tout simplement les diligences. Donc sur ça, non, on a effectivement les avis favorables, les formulaires de demande, les arrêtés de PC, que ce soit sur Cap d'Antibes ou autre, donc il n'y a pas de souci. Le fait est qu'il y a eu un transfert en fait de permis de construire au profit de la société Tigliola Cap d'Antibes, constitué à effet de porter l'opération. Donc sur ça, voilà, vous aurez le dossier complet en fait, qui précise tout simplement quels étaient les documents en notre possession au moment où le comité d'investissement Tudigo a statué. Mais bien sûr qu'on ne promeut pas de dossier sur du vent. On va bien au-delà de nos obligations en qualité de PSFP et de CIP à l'époque, car en réalité, les seules obligations auxquelles nous sommes contraints, c'est de vérifier que le porteur de projet a un casier judiciaire vierge et que le siège social de la société n'est pas situé dans un État et territoire coopératif. Vous en conviendrez, au regard du risque que présentent les produits présentés, ce n'est pas du tout assez. Donc, sachez en tout cas qu'on a une bible, tout simplement, de documents financiers, juridiques, administratifs et comptables qui ont été vérifiés. Et donc, pour continuer sur effectivement ce que dit Inès, s'il s'est avéré que les éléments qui nous ont été fournis et qui nous ont permis de prendre cette décision et de vous proposer d'investir dans le projet et sur laquelle vous vous êtes basé pour investir dans le projet vous aussi, s'il s'avérait que les éléments étaient faux, ça nous permettrait de nous retourner contre la société pour défaut de consentement et donc d'exiger le remboursement immédiat de l'ensemble des sommes. Je vois qu'il y a une question sur effectivement le remboursement total des sommes. C'est exactement la démarche dans laquelle nous sommes lancés. Nous n'avons aujourd'hui plus... La confiance n'est pas le terme, en tout cas, on perçoit effectivement une certaine fragilité dans le groupe de M. Villa. Et donc, il est prévu que nous, effectivement, nous demandions le remboursement anticipé de l'ensemble des sommes qui sont dues, puisque le problème que nous avons sur ces deux premières lignes obligataires va probablement se répercuter sur l'ensemble du groupe. Donc, on va faire en sorte de récupérer les fonds avant même que les autres échéances des emprunts obligataires soient arrivées à leur terme. Que nous dit exactement M. Villa quant à sa capacité à rembourser? M. Villa dit, à qui veut bien l'entendre, qu'il a parfaitement la capacité à rembourser l'intégralité des sommes qui ont été prêtées par l'intermédiaire de diverses opérations financières qu'il serait en train de mener, que ce soit de la cession d'actifs ou l'injection de nouveaux capitaux par des partenaires industriels.
Moi, encore une fois, je suis Saint Thomas, donc je ne verrai les choses. Je le croirai quand je le verrai. Ou en tout cas, je le croirai lorsque nos auditeurs auront à la fois accès aux comptes des sociétés et pourront me le confirmer. Le seul objectif que nous poursuivons depuis maintenant 3 mois sur ce dossier, c'est effectivement de nous assurer que demain, si par miracle, un des actifs du groupe était vendu et permettait de rembourser le capital, on serait ce qu'on appelle sous la douche et qu'on percevrait bien une toute ou partie de l'ensemble des sommes pour honorer l'ensemble des paiements. Il y avait une question qui était posée sur les intérêts et sur effectivement les intérêts de retard, même si il est toujours que nous transigeons in fine, de toute façon, on réclame systématiquement le capital restant dû, les intérêts et les pénalités de retard de manière systématique. Quel est le coût de toutes ces démarches? Il est nul, puisqu'il est pris en charge par Tudigo, que ce soit les audits, que ce soit les cabinets d'avocats. On considère que ça fait partie de notre mission, que de défendre vos intérêts. Encore une fois, nos intérêts sont liés. Je peux comprendre la colère d'un certain nombre d'entre vous que j'ai eu au téléphone, compte tenu du contexte. On est évidemment comptable vis-à-vis de vous de l'ensemble des documents qu'on vous a fournis pour prendre vos décisions éclairées. On a nous-mêmes vérifié qu'on a effectivement les bonnes informations pour vous conseiller d'investir dans ces sociétés. Donc le travail a été fait très correctement, y compris en faisant des diligences à l'entrée, donc lorsqu'on a proposé ces dossiers. Je pense que la conjoncture s'étant retournée et le groupe ayant des difficultés et on est face à un dirigeant qui n'a pas forcément envie de les voir, on est dans un schéma où on veut prendre toutes les précautions pour faire en sorte de protéger l'argent que vous avez investi et notre argent aussi qui est investi avec vous. Tu veux répondre sur oui, concernant la Villa de Corse, effectivement, celle-ci est construite et elle a commencé à être louée. Donc, ça va être également un de nos objectifs avec Laurent Villa, hein, le pousser à aller céder les actifs et avoir de la visibilité pour récupérer la totalité du capital prêté sur les différents dossiers. Pour répondre aussi à une question concernant les banques que j'ai vues passer. Alors, la partie immobilière a été en réalité financée par une émission d'obligations convertibles au niveau des structures de tête réalisée par un fonds d'investissement professionnel. Donc, d'une part, on a effectivement cette voie-là. Ensuite, comment les projets ont été financés par la plateforme Riser, qui est un de nos un PSFP comme nous. Et également, on avait sur la partie Villa Tigliola Cap d'Antibes un accord de refinancement ferme de la banque Rothschild. Donc, ce sont bien évidemment des possibilités que nous étudions et on a bien en tête l'architecture des dossiers, donc tous les moyens seront activés, y compris s'il y a eu vice du consentement, tout simplement notre assurance. Ce sera pas difficile à prouver. Bien sûr, vous savez tous comment fonctionne une assurance. On ne peut absolument pas s'engager à date. Et voilà, on est une structure sérieuse, malgré la défiance que vous pouvez avoir, ce qui s'entend totalement au regard des circonstances. Mais on n'aura aucune difficulté à assurer notre assurance, vu qu'on a fait en tout cas tout ce qu'il fallait pour s'assurer que c'était fiable. Je prends une question qui est importante, parce que je vois passer un certain nombre de messages effectivement assez en colère et je le comprends parfaitement. Quelqu'un qui avait l'air de sous-entendre qu'on était des gentils. Alors, s'il y a bien un truc qu'on n'est pas, je ne suis pas assez un gentil. Et je pense que si vous regardez mon CV pour le comprendre, en tout cas, c'est pas à 54 ans que je vais le devenir. Moi, je considère qu'aujourd'hui, quand j'ai rendu 1 milliard d'euros à mes investisseurs, quand ils m'en avaient confié 500, c'est jamais facile. Donc, en l'occurrence, de manière très concrète, il y a du timing, il y a du travail. On se bat, on n'est pas en train de gagner du temps. Si on avait gagné du temps, on vous aurait même pas proposé cette vision. Hein. Certains semblaient suggérer qu'on était là pour gagner du temps et faire de la com. En tout cas, c'est pas mon métier, moi, la com. Donc, en l'occurrence, on est là pour faire en sorte de vous informer de manière très précise sur la situation exacte de la société et de l'ensemble du groupe. Chose, encore une fois, qu'on aurait pu faire de manière par mail, en vous appelant les uns après les autres. Hein, Monsieur Pilar, vous êtes très actif sur le film, on s'est quand même parlé sur le sujet il y a quelques semaines. Donc factuellement, on avance sur le sujet. On a mandaté un avocat que nous allons payer, on a mandaté un auditeur qu'on va payer. On va faire en sorte de récupérer les garanties. On va activer tout ce qu'on peut activer. Et effectivement, si on doit passer par la liquidation du groupe pour récupérer tous les actifs et rendre l'argent, on le fera.
Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, on fera en sorte de vous en informer au fur et à mesure. Quant à la remarque qui consistait à... Alors, c'est de laquelle je cherchais... ce sera inconséquent de nous être adossés plusieurs fois avec M. Villas et d'en avoir fait un argument de confiance. En l'occurrence, encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. Nous prenons des décisions sur la base des due diligence que nous menons et sur la base des informations qui nous sont fournies par la société. On s'en assure de manière systématique. Les équipes ici passent du temps, que ce soit un dossier avec lequel nous sommes déjà associés ou un dossier qui soit nouveau, on passe du temps à revérifier l'ensemble des garanties qui nous sont données. La situation qu'on vit aujourd'hui dans le groupe RX Venture, en fait, elle est extrêmement récente. Les derniers financements ont eu lieu il y a effectivement à peine 2 ans et malheureusement, la crise de l'immobilier est intervenue entre-temps. Et je pense qu'effectivement, on est face à un groupe qui est devenu et qui s'est trouvé beaucoup plus fragile, qui a été très fragilisé par ce contexte, en particulier par l'échec, comme je le disais tout à l'heure, de la stratégie autour de la restauration. Donc même si effectivement c'est une meilleure consolation, sachez qu'en tout cas, les moyens sont mis significativement chez Tuvigo pour gérer le problème. Quid des assurances? Alors, il y a deux sujets par rapport aux assurances. S'il s'est avéré que l'ensemble des informations qui nous étaient fournies sur le groupe sont fausses, que les bilans qui nous sont présentés pour analyser les projets sont faux, et encore une fois qu'il y a eu un détournement de fonds, et c'est ce qu'on va s'assurer à travers cet audit. On est dans le cas précis effectivement où nous pourrions demander à notre assurance d'indemniser une partie de nous indemniser nous déjà pour commencer et d'indemniser toute ou partie de l'investissement qui a été fait par nos souscripteurs. Donc oui, c'est des choses qu'évidemment on active. Alors attendez, j'essaie de suivre un tout petit peu. Quidisation, j'ai répondu. À Antibes, le projet est un faux argument, le projet n'existe pas. C'est une excellente question, c'est censé être vérifié par l'audit, vous avez raison. Alors, j'essaie de trouver j'essaie de trouver des questions à laquelle je n'ai pas déjà répondu. Quel est le montant total capital qui était prêté à toutes les structures, Monsieur Laurent Villa? En cas de liquidation, vous ne serez pas les premiers payés, non. C'est une bonne question. Ça va dépendre, ça dépend complètement. Là, encore une fois, on a une visibilité qui est limitée hein, et je ne m'avancerai pas sur le sujet. J'attends évidemment qu'on nous donne des informations et que nos experts financiers le fassent, qui nous donnent la visibilité sur ce qu'on appelle le waterfall de paiement des éventuelles cessions d'actifs ou en cas de défaut. Encore une fois, le groupe aujourd'hui n'est absolument pas en difficulté financière. Hein, je tiens à le dire, c'est un point important. Le groupe lui-même, il y a donc, il n'y a aucune procédure collective qui est activée, loin de là en tout cas, semble-t-il. Et donc on est exactement dans un cas où on est face à un dirigeant qui est un dirigeant indélicat, qui n'est pas capable d'honorer les financements qu'il a obtenus auprès de vous. Pourquoi les rapports trimestriels ne parlaient pas de ces difficultés? Est-ce que vous vérifiez les liens des dirigeants? C'est effectivement compte tenu de l'absence des rapports trimestriels qui nous étaient fournis, parce que M. Villa manquait à ses obligations en termes d'information. C'est à la lumière de cette absence de reporting qu'on a activé l'ensemble de ces garanties et qu'on est en train de mener ces démarches pour votre compte. Monsieur Faites-Feu, monsieur, merci pour vos réponses. Ce n'est pas clair de mon côté. Je sors de là avec l'impression.
Alors, pour répondre à la Corse, on était sur un montant obligataire de 24 mois avec une prorogation de 6 mois qui a été activée. Oui, effectivement, Monsieur Pilar, effectivement, vous avez quelqu'un de chez nous qui, à l'époque, avait une totale confiance en Monsieur Villa, mais malheureusement, les faits ne correspondaient pas aux mots. On est face à un dirigeant qui nous a dit on vous paye, et qui l'a pas fait. Vous l'avez vu passer, donc on est face à un dirigeant, encore une fois, qui est assez indélicat, qui a probablement su manipuler très bien les chiffres qu'il avait sous les yeux. Mais en tout cas, on va faire en sorte qu'on puisse récupérer les fonds le plus vite possible. C'est l'objectif. On est sur du 24 mois, il n'y a aucune prorogation qui a été activée pour le moment. Monsieur Allais, pour répondre à votre question, effectivement, je pense que Laurent Villa honoré à l'origine tous ces blancs, car il a été notamment financé par Riser, Chorégraphe, etc. Donc beaucoup d'acteurs de la place du financement participatif. Donc tous les acteurs le savent, y compris BRICS potentiellement. Malheureusement, bien qu'on ait effectivement un devoir de transparence et de signalement, on ne peut pas empêcher un concurrent de lever des fonds. Nous, on est bien au courant que malheureusement 4 millions ont été levés sur BRICS. Mais vous imaginez bien que ça va être également un gros moyen de pression pour nous. Tout à fait. Après 6 mois de prorogation, il est donc en faute et pénalisable, mais sachez en fait que dès qu'il est en défaut de paiement d'intérêt, quelle est la procédure? On envoie une mise en demeure. Cette mise en demeure fait, pour être très pragmatique, pourrir un délai de 30 jours. Au terme du délai de 30 jours, si tout simplement le paiement n'a pas été honoré, qu'est-ce qui se passe? On active la garantie sur la partie échéance. Ensuite, on convoque la masse des obligataires, on prononce l'exigibilité anticipée. Donc, le temps de convoquer la masse qui est le vote, il y a un nouveau délai de 15 jours, 3 semaines. Une fois que la masse des obligataires s'est prononcée, l'émetteur a 30 jours pour régler le capital, les intérêts de toutes les sommes dues. Si à l'issue de ce délai de 30 jours, il n'a rien payé, on active les garanties sur le capital restant dû. Donc, sur ça, sachez que toutes les mesures juridiques ont été lancées. On suit le dossier de prêt avec un organisme de recouvrement aussi. Mais dans cette typologie de dossier, quand on est face à un interlocuteur comme Monsieur Villa qui maîtrise, en fait, malheureusement, visiblement les flux financiers assez bien jusqu'à aller non pas berner, mais obtenir la confiance d'un fonds d'investissement spécialisé qui a placé plusieurs millions dans les sociétés de tête, eh bien, on est obligé également de faire jouer les relations pour être payé quelque part en premier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas, sachez qu'on défend. Notre objectif est strictement le même que vous, récupérer en priorité l'intégralité du capital, peu importe que les emprunts obligataires soient exigibles juridiquement ou pas, et récupérer un maximum d'intérêt. Pour l'état des lignes, j'ai vu passer plusieurs questions. Un tableau de synthèse vous sera communiqué dans la semaine prochaine, avec notamment un Q&A pour répondre à toutes les questions auxquelles nous n'aurions éventuellement pas répondu et par écrit. Est-ce que l'avocat évidemment, de manière très précise, il s'agit de Alexis Rab du cabinet Volt et associé qui est spécialisé en procédure collective et en contentieux, en particulier sur l'immobilier. Donc, que vous pourrez retrouver vous pourrez trouver le CV sur Internet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu? Je me permets de prendre la parole concernant le projet d'attaquer Tudigo. Sachez en fait que c'est totalement entendable car nous sommes l'intermédiaire. En revanche, en termes de victoire devant un tribunal, je ne suis pas certaine que cela soit le cas car nous avons vraiment réalisé et répondu à l'intégralité de nos obligations en matière de due diligence. C'est normal que vous ayez ce réflexe car nous sommes votre interlocuteur de référence. En revanche, à partir du moment où vous demandez si vous devez attaquer Tudigo, il faut que vous sachiez que nous demandons constamment si nous devons attaquer l'émetteur. Donc, on fonctionne vraiment dans une relation par ricochet.
et nous assumons les défauts des sociétés que nous finançons, bien que là, il n'y ait pas de défaut, il y a du retard dans le paiement. Ce n'est pas un défaut au sens perte du capital investi. Et nous mettons tout en œuvre pour le récupérer le plus rapidement possible. Bon, j'ai l'impression que le chat ne présente pas de questions pertinentes, en tout cas, vu ce que j'en vois encore. Ce que je vous propose effectivement, donc, je répète un peu les prochaines échéances pour que vous les ayez un petit peu dans le, et on vous les remettra peut-être dans un mail d'information à tous les investisseurs. On se met ça peut-être à Pauline pour que tout le monde ait les échéances. La première échéance, c'est évidemment d'arriver à mener cet audit complet pour essayer de savoir dans quel état sont l'ensemble des actifs qui ont été financés dans le groupe et quel est l'état réel du groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment l'ensemble des procédures de recouvrement que nous sommes en train de mener avec Inès de manière à récupérer le maximum de fonds. Et la troisième, c'est évidemment la nomination à nos frais au-delà de l'audit d'un cabinet d'avocats pour faire en sorte de mettre une pression forte sur le dirigeant et de récupérer les fonds qui nous sont dus. Je tiens à signaler quand même, parce qu'effectivement, je vois beaucoup de messages passer, que hormis les 2 lignes sur les 12 qui sont aujourd'hui en défaut, qui sont Tiglioa et Tribeca, les restes des intérêts sont pour l'instant honorés, et qu'on est plutôt dans une phase où on s'inquiète, parce qu'encore une fois, j'ai déjà vu ce genre de situation se produire, on s'inquiète de la situation, on préfère prendre les devants, plutôt de lancer des nouvelles qui soient encore plus mauvaises dans quelques mois. Donc, pour répondre à votre question, on va essayer de faire effectivement en sorte que l'ensemble des emprunts ne soient remboursés le plus vite possible. Et vous serez évidemment libre d'aller les investir sur une autre plateforme ou ailleurs si vous n'avez plus de FICO. Et David, je vous aime beaucoup, mais non, je ne minimise pas. On gère le problème de manière très professionnelle. Ce n'est pas une question de minimisation. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente journée. On se tient à votre disposition, évidemment. On vous informera par mail des prochaines échéances, l'ensemble des décisions que nous prendrons pour, encore une fois, défendre nos intérêts, en espérant que les choses se déroulent comme on l'imagine et comme ça a toujours été le cas. Merci à vous toutes et tous. Excellent week-end. Au revoir.